Bonjour. Vieux démon et nouveau monde. Est-ce qu'on va vers une guerre mondiale? Est-ce que le monde change? Où en sommes-nous? Est-ce qu'on peut réussir à penser, en 1 heure et demie, ce qui est peu, les bouleversements radicaux qui s'opèrent? On ne sait pas très bien depuis quand, je pense que ça va être un des sujets, qui s'opèrent dans le monde, où on a le sentiment que l'ordre économique, politique, culturel du monde, depuis la fin du mercantilisme ou depuis le début de ce qu'on a appelé les capitalismes, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, pour aller vite, est en train d'être bouleversé. Les réglementations internationales, l'ordre de la concurrence, le doux commerce de Montesquieu, le libéralisme, tout ce qui va avec des droits de l'homme, de la réglementation, du respect des droits humains, a l'air d'être bouleversé. Donc comment est-ce qu'on peut penser ça? Comment est-ce qu'on peut penser ça en termes historiques, en termes économiques, en termes géopolitiques? Nous avons organisé cette table ronde, ou ce panel, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec trois chercheurs qui ont travaillé sur cette question, qui parleront dans cet ordre, en allant vers ma droite. Pierre Decaisse d'abord, qui est professeur émérite à l'université Lyon 2 que vous connaissez, qui a été fondateur du Centre Walras, directeur des œuvres complètes d'Auguste et Léon Walras, et qui a consacré de très nombreux ouvrages à cette transition entre le XVIe siècle et le XXIe siècle. L'espace dans la pensée économique, la libération médiévale, rythme économique, crise et changement social avec Bernard Rosier. La société n'est pas un pique-nique, Walras et l'économie sociale. Pouvoir et autorité en économie, l'enfer ce n'est pas les autres. Hobbes, économie, terreur et politique. On a ce lien fort dans les titres mêmes entre politique, géopolitique et structures économiques. Le sucre et les larmes, essai d'histoire de la mondialisation, et surtout les deux ouvrages magistraux sur le capitalisme, mais ils sont magistraux, tu n'y peux rien. 4 siècles en perspective. Premièrement, Sous le regard des géants. Deuxièmement, Splendeur et misère de la croissance. Deuxième orateur, Arnaud Orin. Moins de bibliographie, il est plus jeune, un peu, quelques années, à peine. Arnaud Orin est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste d'histoire économique et d'histoire de la pensée économique, et auteur de 3 jolis livres, La politique du merveilleux, une autre histoire du système de l'eau, Les savoirs perdus de l'économie, et récemment Le monde confisqué, essai sur le capitalisme de la finitude, 16e, 21e siècle, qui, je pense, va servir de base à son intervention. Et enfin, on ne le présente pas, Robert Boyer. Robert Boyer, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui a travaillé longtemps au CEPREMAP, qui est surtout le fondateur de la théorie de la régulation. Tous ceux d'entre vous, je regarde parce que les étudiants ont été parqués en haut à droite dans un petit coin, ce que je trouve très désagréable, mais bon, c'est pas mon problème. Et donc, il faut tous que vous lisiez du Boyer, parce que c'est formidable le Boyer, ça apprend la vie, ça apprend à penser l'économie. Et donc, dans ce que vous pouvez lire, vous en avez pour quelques années, toute une série d'ouvrages sur la théorie de la régulation, je ne les nomme pas tous, La croissance de l'octet au gène, j'adore ce titre, l'économie politique des capitalismes, les capitalismes à une discipline, les capitalistes à l'épreuve de la pandémie, et puis quand même, puisque ça aussi, c'est la leçon de base qui va nous permettre de réfléchir ce matin. Une discipline sans réflexivité peut-elle être une science? Et enfin, économie sociale et solidaire, une utopie réaliste pour le XXIe siècle. Voilà, donc nous avons pris les 3 meilleurs spécialistes européens, mondiaux, français, sur le sujet, et nous leur laissons 1/4 d'heure chacun. J'ai cru comprendre que vous posiez des questions avec vos téléphones à un numéro que vous connaissez, que je ne connais pas. Et donc, l'idée est qu'il y a un premier tour de table, on les laisse ensuite se répondre les uns les autres et être en désaccord, je le souhaite, et on prend vos questions au fur et à mesure. À toi. Bonjour à tous.
Bon, sous ce torrent de compliments, on ne peut que ployer et s'étonner. Bon, là, je commence. On parle de vedette américaine, mais c'est quand on commence pour essuyer les plâtres. Bon, j'espère que ce ne sera pas le cas. Quant à savoir si on est en désaccord ou en accord, je pense qu'on aura des accords fondamentaux et quelques petits désaccords, puisqu'on se connaît bien, mais on va voir. Je voudrais faire mon intervention autour de la notion et la réalité du mercantilisme. Annie a cité le mot mercantilisme et je pense, pour commencer, à une formule qui était celle de Jean Jaurès qui disait, dans une phrase magnifique dont il avait d'ailleurs l'habitude, « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage ». Bon, au-delà du rythme et de la beauté, ce n'est pas aussi évident que cela. Bon, ça heurte une conception qui était non seulement celle du doux commerce de Montesquieu, mais aussi la thèse de Schumpeter qui pensait que le capitalisme était plutôt et relativement porteur de paix, mais que c'était les modes de production antérieurs, appelons ça féodalisme, aristocratisme, etc., qui portaient en eux la guerre. Et les germes de ces anciens modes de production fondés sur la violence et la prédation étaient encore présents dans le capitalisme, et c'est ce qui expliquait sa tendance à la guerre. Donc c'était ces deux thèses qui s'affrontent. Bon, il y a du vrai des deux côtés, mais c'est plutôt l'autocratisme qui porte en lui la guerre, parce que, comme on dit souvent, les démocraties ne se font pas la guerre, ou relativement peu. Si on fait la liste des grands conflits mondiaux, il y a pratiquement toujours un pays nationaliste et qui ajoute l'autorité, voire le totalitarisme, à cette position nationaliste, ce qui est assez fréquent. Bon, sur le mercantilisme, je voudrais commencer un premier point par dire que c'est à la fois une très ancienne doctrine et c'est aussi une doctrine et une réalité qui est comme un spectre, pour me référer à Derrida, qui hante non seulement l'Europe, mais le monde entier. Parce qu'au-delà du premier mercantilisme, il y a un mercantilisme qui revient, un revenant en quelque sorte, et ce spectre, c'est lui qui est en train de revenir aujourd'hui parmi nous, et qui est d'ailleurs très largement revenu. Et c'est lui qui porte en lui-même la guerre, et qui correspond d'une certaine façon aux germes anciens issus des anciens et des modes de production antérieurs au capitalisme. Bon, ce mercantilisme qui revient et qui est ce revenant et qui aujourd'hui occupe de plus en plus la place, voire toute la place, ce mercantilisme, on peut considérer que, pour citer Arnaud Orin qui est à côté de moi, est un mercantilisme de la finitude. Et je voudrais dire que tous les mercantilismes sont de la finitude. Et je voudrais m'expliquer là-dessus et expliquer aussi, en passant, si on peut dire, pourquoi il faut prendre au sérieux la nécessité pour l'Europe de passer d'un libre-échange mondialisé au protectionnisme. C'est là le sens réel de mon intervention. Donc, ces mercantilismes anciens, je ne vais pas intervenir, je ne sais pas si d'autres interviendront là-dessus, mais je ne vais pas faire la liste et les théories des anciens mercantilistes, français, anglais, allemands ou espagnols, mais je veux les caractériser par
un adage qui était celui de Bodin et celui de Montaigne. C'est des titres de chapitres de l'un et l'autre. Et ils disent « Il n'est de gain que de perte de l'autre ». C'est ce qu'on a appelé un jeu à somme nulle. Et fondamentalement, ça nous pousse, ou ça les pousse à l'affrontement. S'il n'est de perte ou de gain que de perte de l'autre, il y a forcément une tendance à l'affrontement plus violemment que s'il y a un bénéfice à partager. S'il y a un bénéfice à partager, on est dans la dimension du partage. Quand ni perte et gain s'équilibrent, on est au contraire dans une optique de prédation et de guerre. Rousseau avait une très belle formule aussi, c'était « Comment est-il possible de s'enrichir sans appauvrir autrui ?» Bon, c'est une réflexion que vous pouvez continuer à mener. J'ajoute qu'on peut se référer à des théoriciens de la guerre, et en particulier à Clausewitz, qui reste sans doute le plus grand, qui est en le copiant en quelque sorte, je pourrais dire le commerce pour eux est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Et le contraire, enfin plutôt la réciproque est vraie, la guerre est la continuation du commerce par d'autres moyens. Je pense que derrière l'idée des mercantilistes, il y a une vision très simple, trop simple. C'est l'existence de la balance commerciale et leur conception qu'ils ont, conception typiquement mercantiliste, du gain et de la perte. Quand il y a une balance commerciale, il y a forcément un solde positif et un solde négatif. Et ça crée en quelque sorte une optique d'affrontement potentiel quand on ajoute évidemment qu'ils considèrent que le solde positif est positif aussi en termes de croissance et qu'un solde négatif a des conséquences pernicieuses. À partir de ce moment-là, on voit bien comment on arrive à gain de l'un et perte de l'autre. Et je dois dire que cette conception typiquement mercantiliste a été poursuivie de tout temps sur le plan politique, car tout au long de l'histoire, les États ont cherché à obtenir une balance positive et ont cherché à combler les balances négatives considérées jusqu'à nous comme un risque majeur. Et c'est sans doute là qu'est le fondement de la pensée mercantiliste. Maintenant, reste à savoir pourquoi il va y avoir un avantage mercantiliste à avoir une balance commerciale excédentaire. On aura l'occasion d'y revenir, mais disons que c'est un problème pour les mercantilismes anciens de trésors de guerre. Plus récemment, c'est un problème clairement de puissance, mais c'est aussi un problème de croissance économique parce que une balance positive permet, grâce aux exportations, de relancer l'économie, d'avoir plus de croissance, de relancer l'investissement, etc. Bon, c'est un point sur lequel je crois qu'il faudra qu'on revienne, bien sûr. Disons que les libéraux, les grands libéraux, ceux du XVIIIe et du XIXe siècle, ont mis en pièces ce schéma et ils ont considéré que le commerce était bénéfique à tous, plus ou moins bien sûr, mais que tout le monde gagnait. C'est un jeu contre la nature. Et évidemment, même s'il y a toujours de la conflictualité, puisqu'on gagne plus ou moins, voire très peu et beaucoup, il reste qu'on est dans l'ordre du partage. Et ce point est très important, d'autant plus qu'ils ont en quelque sorte mis l'accent sur l'idée que le mercantilisme qu'ils détestent porte en lui la guerre.
Je ne sais pas si le capitalisme porte en lui la guerre, mais le mercantilisme porte en lui la guerre. Bon, quels sont les gains à l'échange? Pour simplifier, il y a deux types de gains à l'échange. Le premier type de gain à l'échange, c'est les coûts comparatifs ricardiens. C'est quelque chose qui est plus que classique et qui a été un grand théorème de Ricardo, qui a été finalement à la base de la théorie libérale du commerce international. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce gain statique permet une réduction du coût de production au profit des consommateurs. Et j'insiste sur le « au profit des consommateurs ». De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les gains dynamiques. Les gains dynamiques sont des gains non plus en termes de coûts gagnés au bénéfice des consommateurs, mais sont des gains en termes de croissance, en termes de productivité des facteurs de production, d'économie d'échelle, et en particulier que les entreprises qui n'ont pas une taille optimale par rapport au marché national puissent atteindre ce niveau grâce au rendement croissant, augmentation de la productivité. Ces gains vont aux producteurs. À partir de ce moment où on en est arrivé en ce point, on fait une première remarque, c'est de savoir si le théorème des coûts comparatifs a toute sa validité, et la réponse est non. Fondamentalement, il suppose des coûts qui soient constants, il suppose qu'il n'y ait pas de déplacement des facteurs de production, et il suppose un rééquilibre automatique de la balance commerciale. Bien entendu, ces hypothèses ne sont jamais remplies. Et ça remet en question la possibilité même de gain. Mais mon propos fondamental est le suivant. À mesure que le commerce international se développe, à mesure que monte en puissance la mondialisation, comme on dit de nos jours, les gains de productivité diminuent et tendent à devenir nuls. Les gains de productivité tirés de la mondialisation finissent par disparaître. Et on peut en tirer, on peut l'observer historiquement, mais à grands traits, disons que la première mondialisation voit très clairement des gains importants entre 1830 et 1870-80, puis absence de gains et même légère régression avec des pertes importantes pour certains pays. Et en particulier des pertes importantes pour les pays qui n'ont pas opté pour le protectionnisme et pour le pays surtout hégémonique pourtant qui est resté libre-échangiste, l'Angleterre, qui entre très largement en déclin à cette période. Et il faudra attendre 1931 pour qu'ils acceptent un tarif protectionniste. Bien. À partir du moment où il n'y a plus de gains de productivité du fait du développement de la mondialisation, on arrive à ce que Roderick, un grand économiste, avait mis comme titre son ouvrage « La mondialisation est allée trop loin ». Et si la mondialisation est allée trop loin, elle ne crée plus de gains de productivité. Et à partir du moment où elle ne crée plus de gains de productivité, on retombe nécessairement sur « il n'est de gain que de perte de l'autre ». Et à partir de ce moment-là, on retrouve le mercantilisme. C'est ça mon idée fondamentale. On retrouve le mercantilisme et c'est en quelque sorte inévitable. Et le mercantilisme revient avec ses compagnons de bord qu'on retrouve toujours, qui sont sur le plan économique, le protectionnisme bien sûr, mais aussi le monopolisme et l'autoritarisme et toute une série de conséquences qui sont des conséquences largement négatives. Mais dans un monde protectionniste, et c'est en quelque sorte ma conclusion,
dans un monde qui fait de la guerre et de la guerre économique sa caractéristique majeure, dans la mesure où il n'y a plus de gains de productivité. Forcément, les pays, et en particulier les pays hégémoniques, tendent vers le protectionnisme et tendent à l'imposer aux autres. Et c'est particulièrement clair de nos jours, où on voit que l'Europe est en quelque sorte prise en tenaille entre des pays qui jouent à fond la carte mercantiliste, sous des formes diverses, mais qui sont aujourd'hui les États-Unis. Ça fait en réalité une dizaine d'années, mais on le remarque mieux aujourd'hui, parce que c'est d'une violence extraordinaire, et la Chine, qui est profondément mercantiliste, même si elle fait des discours libéraux, voire libre-échangistes, mais le protectionnisme et le mercantilisme sont au cœur. Alors, bien entendu, l'Europe est dans l'obligation de passer au protectionnisme. La question fondamentale, c'est est-ce que c'est possible? Quelles en seront les conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme? Mais c'est surtout le est-ce que c'est possible. Fondamentalement, ce que je crois, c'est que c'est une nécessité de passer à un tarif extérieur commun, défensif, modéré tant qu'on voudra, mais réel. Et je crois que l'Europe n'y arrivera pas avec les conséquences funestes qu'on peut imaginer. Merci. Juste une minute pour répondre à quelques questions qui s'affichent sur la tablette. En gros, il y en a 3 sur qu'est-ce que c'est que le mercantilisme. Alors, Pierre a donné le contenu du mercantilisme. Un rappel pour ceux d'entre vous qui n'ont pas fait l'histoire de la pensée économique, ce qui est un tort. Le mercantilisme, c'est un ensemble de doctrines qui se constituent avant l'avènement du capitalisme, donc avant les théories libérales, fondées sur un lien très étroit entre économie et politique. L'économie est au service du prince, au service de la nation, au service de l'enrichissement du royaume. La richesse, c'est l'or, et donc l'idée est de conquérir l'or des voisins, soit par une guerre militaire, le pillage, on a des exemples aujourd'hui, le pillage, la prédation, l'occupation des territoires, soit par des guerres commerciales, souvent fondées sur les tarifs. On a des monopoles d'État, et donc on exporte sur la base des monopoles d'État, et on met des tarifs très élevés à l'importation. Et donc par rapport aux questions qui disaient est-ce que c'est mercantiliste ou néo-mercantiliste, on est au cœur du sujet. Donc cet ensemble, je ne vous donne pas les auteurs, etc., cet ensemble de doctrines très bien résumées par Pierre Decaisse va être ensuite relayé par des thèses du capitalisme libéral, c'est-à-dire consistant à dire pas du tout, il faut échanger, et en échangeant, il ne s'agit pas de voler la richesse de l'autre, mais de produire plus de richesse et ensuite de la répartir. Donc nous fonctionnons, le monde capitaliste occidental fonctionne depuis 3 siècles sur cette représentation d'un capitalisme qui produirait de la richesse, d'une mondialisation qui produirait plus de richesse. Et l'idée de cette session est de savoir si nous régressons à une forme différente, l'histoire ne se répète jamais, à une forme différente de mercantilisme ou de néo-mercantilisme. J'espère avoir très brièvement répondu aux questions qui s'affichent sur la tablette, pour lesquelles je vous remercie. Arnaud. Oui, merci Yannick. Je vais revenir sur ces définitions. Et je vais être difficilement en désaccord avec Pierre, puisqu'effectivement, mon propos, c'est de distinguer, finalement, dans l'histoire du capitalisme, depuis ses débuts, c'est très difficile de dater les débuts du capitalisme, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, disons, mais depuis les débuts du capitalisme, précisément, de décrire cette alternance entre 2 modalités possibles. Ce capitalisme libéral, on va voir sur quelle base il peut être fondé, et le capitalisme que j'ai appelé dans ce dernier ouvrage de la finitude, et que Pierre a parfaitement décrit sous les traits du mercantilisme, mercantilisme sur lequel on va revenir. Alors, je vous cite le premier paragraphe du livre qui, en fait, essaye d'expliquer le propos général, et la première phrase se veut volontairement provocante, si vous voulez.
Et elle ne peut s'appliquer, alors elle ne peut être fausse pour le moment que pour l'Europe. Mais comme l'a très bien dit Pierre, il est vraisemblable que l'Europe va devoir, elle aussi, bouger, l'Union européenne va devoir bouger, parce que dans un monde de prédateurs mercantilistes comme les États-Unis d'Amérique, bien avant Monsieur Trump déjà, et des monopoles chinois, ça va devenir compliqué. Donc je vous lis cette première phrase, c'est « le néolibéralisme est terminé ». Bon. Alors, je suis content de voir qu'un certain nombre de collègues commencent à emboîter ce pas. Il y avait un article dans le New York Times avant-hier de l'historien Sven Buckert qui disait « le néolibéralisme est terminé ». Nous sommes entrés dans une nouvelle phase du capitalisme, et c'est ce que je crois. Alors je poursuis le propos en disant « la remise en cause du libre-échange, des mécanismes concurrentiels, le retour d'une conception autarcique de l'économie, la croissance décuplée de monopoles privés devenus des compagnies-État, je vais revenir sur la notion de compagnie-État, une liberté des mers mise à mal, point crucial de la mondialisation, les mers, et de la possible fragmentation de la mondialisation, les mers, un réarmement général et une multiplication des conflits, la nouvelle course à l'accaparement des terres, des minerais et des espèces vivantes sont autant de phénomènes qui traduisent une mutation du capitalisme mondial vers un ensemble cohérent, tout à la fois nouveau et très ancien. Alors Annie l'a dit à l'instant, l'histoire ne se répète jamais deux fois. Ça, c'est absolument évident. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas rechercher dans l'histoire, alors des choses qui, je vais utiliser un mot qui fait souvent hérisser nos confrères historiens purs et durs, qu'on ne peut pas chercher des invariants dans l'histoire, ce qu'on a pu appeler autrefois des structures également, c'est-à-dire faire l'hypothèse que au cours de ces 5 siècles de capitalisme, eh bien, il y a des éléments structurels qui reviennent de manière, je dirais, cyclique. Et donc, ma proposition, pour essayer de comprendre notre monde, qui nous apparaît chaotique, mais qui ne l'est peut-être pas tant que cela, c'est de distinguer ces deux formes de capitalisme, le capitalisme libéral et le capitalisme de la finitude ou mercantiliste. Alors, en fait, j'ai essayé de caractériser et de donner finalement une dimension chronologique à ces deux formes de capitalisme. Alors si on les caractérise d'abord, je me suis appuyé sur 3 caractéristiques, mais on peut certainement en trouver d'autres, et j'espère que des collègues vont prolonger. Il y a déjà eu des travaux d'Éric Monet, notre excellent collègue de PSE et de l'EHESS, qui est ici, qui est au GECO, autour de la question monétaire, que j'ai très peu traité dans ce livre, mais sur la question du crypto-mercantilisme, précisément. Et ça, c'est un point sur lequel j'espère que d'autres travaux viendront compléter ou discuter ou remettre en cause les miens. Alors, 3 caractéristiques des deux formes de capitalisme. Premièrement, la question des mers, la question de la liberté ou non, ou de la fermeture des mers. Les périodes libérales, en fait, les périodes libérales, Pierre en a parlé à l'instant, c'est quand les périodes libérales? En gros, c'est le milieu du 19e siècle. C'est les années 1820-1880, à peu près. Et finalement, c'est quand? C'est la période 1945-2010-2015, en gros. Ça, c'est les deux, alors avec des libéralismes différents dans les deux cas, et un libéralisme encastré pour la période 1945-75, régulé, ça Robert en parlera évidemment beaucoup mieux que moi, puis un néolibéralisme, ça veut dire une mise en concurrence beaucoup plus généralisée de tous les marchés, l'indépendance des banques centrales, bien entendu, l'idée selon laquelle il faut lutter contre les monopoles, lutter contre les cartels, lutter contre les abus de position dominante. Si vous voulez, la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne de Bruxelles a incarné un peu le néolibéralisme dans les années 1990-2000. Donc, on a, si vous voulez, cette première idée autour de 2 périodes libérales. Période libérale, milieu du 19e siècle, Pierre en a parlé, post-1945 jusqu'à 2010-2015. Alors, avec une caractéristique majeure sur les océans, c'est la présence d'une puissance hégémonique qui dit le droit d'aller librement sur la mer.
la Royal Navy britannique au XIXe siècle, après un conflit systémique contre la France qui est réglé par la défaite de la France, après cette seconde guerre de 100 ans entre la fin du XVIIe et 1815, en gros, qui voit la défaite définitive de la France sur terre, mais surtout sur mer, en fait. Et donc une Pax Britannica sur les océans qui permet un commerce libre. Donc ça, c'est la première caractéristique importante du capitalisme libéral. Le capitalisme de la finitude, mercantiliste, Annie et Pierre l'ont décrit à l'instant, c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est un monde où, sur les océans, eh bien, il n'y a pas, où il y a une puissance hégémonique qui tente de dire le droit d'aller librement sur les mers pour les marchands, mais soit elle n'y parvient plus, ou elle y parvient difficilement, soit il n'y en a pas. Alors ça, c'est la période 17e, 18e siècle. Donc vous êtes toujours sur des conflits armés sur les mers. Soit il faut armer vos marines marchandes, soit il faut faire du convoyage en permanence. Il faut envoyer des navires à Terre-Neuve pour protéger vos pêcheurs, basques, bretons, etc., normands. À la fin du 19e siècle, eh bien, la marine hégémonique britannique, elle est remise en cause, en particulier par l'incroyable croissance de la marine allemande, et des deux marines allemandes, la marine civile et puis le gigantesque programme naval de 1897-98 qu'engage l'Allemagne du Deuxième Reich. Et puis aujourd'hui, après l'hégémonie incroyable de la marine américaine jusqu'à il y a une dizaine d'années, eh bien, il y a deux problèmes qui se posent à la marine américaine, avec ces 7 flottes prépositionnées qui sont censées assurer la liberté des mers sur les océans. Le premier problème, ce sont des proto-États, si vous voulez, qui viennent remettre en cause la liberté des mers dans un certain nombre de cas. Bon, le plus paradigmatique de ces dernières années, ce sont les Houthis au Yémen. Les Houthis au Yémen qui vont empêcher la traversée de la mer Rouge aux navires occidentaux, sauf pour les navires chinois et russes, qui sont protégés, eux, par la marine chinoise qui est présente à Djibouti. Et puis, bien sûr, le plus gros problème, c'est la montée en puissance des deux marines chinoises. La marine civile, alors civile, c'est compliqué. Vous savez que le 4e transporteur mondial, COSCO, chinois, a été classé entreprise militaire par le Pentagone au mois de janvier dernier, par l'administration Biden, parce qu'effectivement, eux aussi, ils sont censés être des transporteurs civils, mais en fait, on sait qu'ils transportent des chars, ils peuvent transporter des hélicoptères, etc. Ils peuvent servir à une invasion de Taïwan, etc. Et donc, la marine civile chinoise est en forte progression. Elle est incomparablement plus puissante que la marine civile américaine. Et la marine de guerre chinoise est devenue plus importante en nombre d'unités que la marine de guerre américaine. Alors, elle a moins de porte-avions et de sous-marins nucléaires pour l'instant, mais si ce programme naval se poursuit dans 10 ans, eh bien, elle aura largement des capacités supérieures à la marine américaine. Deuxième élément qui distingue ces deux formes de capitalisme, le principe concurrentiel. Alors ça, je vais aller très vite, parce que ça, vous comprenez l'idée. Le principe concurrentiel, il est au cœur du capitalisme libéral et néolibéral. Il faut faire du libre-échange multilatéral, c'est la théorie des avantages comparatifs. Si vous allez sur le site de l'Organisation mondiale du commerce aujourd'hui, vous verrez que la théorie des avantages comparatifs, elle est toujours à la base de cette organisation. Les marchés libres, la lutte contre les monopoles, les cartels, les abus de position dominante. L'idée, c'est le principe concurrentiel doit guider la bonne marche du capitalisme. C'est l'inverse pour le capitalisme de la finitude ou le mercantilisme, comme l'a appelé Pierre. On a des monopoles qui sont des compagnies-États, c'est-à-dire des institutions qui sont à la fois marchandes et à la fois souveraines. On peut prendre l'exemple des compagnies des Indes des XVIIe et XVIIIe siècles, qui sont à la fois des compagnies qui achètent et vendent des choses, des épices, des esclaves, qui achètent des choses. Elles ont aussi beaucoup de personnes esclavagisées qui travaillent pour elles, et elles sont aussi souveraines. Ce sont aussi des proto-États. Elles ont leur monnaie, elles ont leurs armées, elles peuvent signer des traités avec des puissances extérieures. Et aujourd'hui, les compagnies de M. Musk, elles ont beaucoup d'affinités avec ces compagnies-États. Elles sont à la fois marchandes et à la fois souveraines. C'est-à-dire qu'elles vendent des choses, elles achètent des choses sur le marché, et puis elles ont des prérogatives qui sont des prérogatives étatiques, avec les satellites de M. Musk, par exemple, qui peut éteindre ou allumer en Ukraine, mais aussi à Taïwan. Il est très réticent à ce que l'armée américaine utilise ses satellites Starlink à Taïwan, parce qu'il veut vendre des Tesla aux Chinois, en Chine populaire. Donc
des monopoles qui deviennent des compagnies-États, qui sont à la fois souveraines et à la fois marchandes, des échanges que j'appelle en silos impériaux, ce qu'on appelait autrefois l'exclusif colonial, l'idée selon laquelle vos colonies elles ne peuvent commercer qu'avec leur métropole, qu'avec les négociants de la métropole. Vous ne pouviez acheter des esclaves et vendre du sucre qu'aux négociants de votre métropole. Alors évidemment, ce qui amenait une concurrence, une contrebande, un marché libre extrêmement fort, mais tout ça était protégé par un exclusif et des droits de douane. Et ça, on voit le retour en force de cette idée selon laquelle, en fait, on ne va plus commercer avec n'importe qui. Le multilatéralisme commercial est de plus en plus remis en cause. On va commercer avec ses amis. Et on va s'implanter chez ses amis. C'est le friendshoring de Janet Yellen. Pierre disait qu'effectivement, le retour du mercantilisme, ça n'a pas commencé avec M. Trump. C'est le friendshoring, on va relocaliser chez ses amis, on va échanger avec ses amis, on va de moins en moins faire de multilatéralisme et on va relocaliser pour être de plus en plus autarcique. Ce qui ne veut pas dire que les échanges vont s'effondrer, que la mondialisation va s'effondrer, mais qu'elle est en train de se fragmenter. Avec cette idée selon laquelle il faut redevenir autonome et regagner contre l'autre. La troisième caractéristique et dernière caractéristique, c'est l'idée selon laquelle, dans les libéralismes, on a une domination informelle sur l'outre-mer. La colonisation, elle est soit stagnante, soit on envisage la décolonisation. Des libéraux comme Frédéric Bastiat ou Richard Cobden, au milieu du 19e siècle, ils sont assez défavorables à la colonisation. Ils pensent que ça coûte cher, les colonies, que ça ne sert à rien, il faut s'en débarrasser. Et que la terre, on peut la gérer, la terre outre-mer, ce qu'on appelle les hectares fantômes, là où vous faites pousser les produits dont vous avez besoin dans votre pays, vous pouvez laisser ça au marché libre, en fait. Vous achetez en fait, vos produits. Le mercantilisme et le néo-mercantilisme de la finitude, au contraire, il est impérialiste. Il est impérialiste évidemment au XVIIe, XVIIIe, c'est la première colonisation. Il redevient impérialiste à la fin du XIXe siècle, quand les gains dont parlait Pierre à l'échange baissent pour un certain nombre de pays. On repart à la conquête coloniale. Et aujourd'hui, on repart sur l'accaparement des terres, le land grab. On repart sur des formes de plantation qui sont en forte croissance, avec des mécanismes qui ne passent plus par le marché, en fait, comme des firmes publiques chinoises qui s'implantent au Brésil, qui amènent des intrants et des semences et qui repartent avec le soja. On ne passe plus par des systèmes de marché. Alors je conclus. Le principe, on l'a dit, du capitalisme libéral, c'est une utopie de la croissance infinie, au niveau individuel, au niveau des firmes et au niveau des États. Tout le monde peut s'enrichir. Tout le monde peut s'enrichir. L'économie n'est pas un jeu à somme nulle, en fait. C'est la fameuse mondialisation heureuse qu'on croyait déjà voir advenir en 1860. C'est ce que nous dit Gustav Schmoller, le célèbre économiste de l'école historique allemande. Il écrit en 1900 qu'en 1860-70, tout le monde pensait que le monde allait être un monde de paix avec le libre-échange, cette fameuse mondialisation heureuse, cette terre plate dont va nous parler Thomas Friedman dans les années 1990. Donc on a la même chose, fin 19e, fin 20e siècle, cette utopie de la croissance infinie, libérale, tout le monde peut s'enrichir par la mondialisation heureuse. Et puis, les trois autres périodes, 17e, 18e, 1880, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puis depuis une dizaine d'années, c'est le jeu à somme nulle dont parlait Pierre. C'est l'idée selon laquelle il n'y a pas assez de croissance pour tout le monde. On ne peut pas grossir. Les individus ne peuvent pas tous grossir, les firmes ne peuvent pas tout grossir, les États ne peuvent pas tous grossir. Si on veut grossir, il faut manger la part du voisin. Et donc, il faut s'accaparer des terres. Il faut entrer dans un monde qui n'est ni guerre, ni paix. C'est-à-dire un monde dans lequel la prédation reprend le pas sur les mécanismes de marché. Voilà, je vous remercie. Petit point sur les questions. Il y a deux types de questions. Il y a des questions de définition que je vous pose, que je pose à Robert, parce que je pense que ça va le concerner plus. Qu'est-ce que le capitalisme ? Qu'est-ce que le néolibéralisme ? Qu'est-ce que le crypto-mercantilisme ? Ça, c'est une expression que Arnaud vient d'employer, enfin employer dans son exposé. D'autre part, il y a des questions de fond, donc je m'adresse à ceux qui les ont posées, mais je ne sais pas qui c'est. Des questions de fond que je garde pour la discussion
générales qui sont sur le lien entre économie politique, les stratégies de l'Europe et les stratégies de Trump. Donc, Robert, je te livre qu'est-ce que le capitalisme, qu'est-ce que le néolibéralisme, qu'est-ce que le crypto-mercantilisme, et je te passe la parole. Alors, je suis torturé entre 3 stratégies, répondre à mes collègues, répondre à ces questions, ou vous me présentez apparemment quelque chose de très divers, mais par chance. Ton dernier mot a été prédateur, parce que j'ai lu l'appel à présenter, et voilà ce que ça m'inspire. Le temps des régimes prédateurs et des menaces sur la démocratie. Et pour moi, l'ordre, c'est prédation, menace sur la démocratie et guerre. Et donc, c'est un peu une explication matérialiste. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Moi, par rapport à votre longue histoire, moi, je commence à 1945. Donc, le Fordisme, c'était une organisation du capitalisme, car un compromis social permettait de mobiliser des rendements croissants et grâce à la Pax Americana, un relèvement de l'ensemble. Vous avez vu qu'au fil du temps, et j'ai commencé les recherches en 1970, des anomalies sont complètement aperçues, puisque aujourd'hui, effectivement, tout se présente comme un jeu à somme nulle, finitude. Donc, vous voyez, alors, je vais vous décrire dans la succession de mes recherches. Alors, vous voyez, c'est très subjectif, mais je mets au pot des discussions comment j'ai découvert une nouvelle façon de vous rejoindre votre point de vue, mais par une itinéraire très, très différent. Donc, ne m'en veuillez pas. Alors, premier élément, histoire, 45-90. Deuxièmement, la période contemporaine. La troisième, c'est guerre et démocratie. Alors, les régulationnistes étaient très fiers d'avoir trouvé ce nouveau régime capitaliste. Le régime capitaliste, par définition, c'est un rapport qui combine rapport salarial et forme de la concurrence, qui fait de l'accumulation une loi coercitive, organisée plus ou moins bien par la hiérarchie des formes institutionnelles. Voilà ma réponse. Alors, dès que nous avons inventé le concept de Fordisme, nous le découvrons en 1973, au moment où il est menacé. Et c'était déjà le ralentissement des gains de productivité. On a perçu, il y a une nouvelle époque. On a écrit dès cette époque-là. Pourquoi? Parce que, un peu méconnu, brutalement, dans les chapitres de 73-79, la rente vient vers les pays rentiers, ce qui va les transformer en grands centres financiers. Si vous regardez aujourd'hui le rôle de l'Arabie Saoudite dans le monde, ça vient de l'accumulation de ces formes. Donc, c'est le dialectique opposé du Fordisme, grosso modo. Deuxième élément, j'ai beaucoup étudié le Japon. Le Japon était supposé, dans les années 80, d'être remplacé des États-Unis. Les capitaux s'engouffrent, les immobiliers, au point que la bulle éclate, et ce pays voit son modèle cassé par le fait de la libéralisation et le triomphe de la spécialisation, au point que les rentes d'innovation se transforment en des rentes immobilières. Par exemple, je vous donne une anecdote, à la fin de la bulle, il fallait 2 vies et demie pour qu'un salarié moyenne achète son logement. Oui, vous voyez l'aspect de bulle. Troisième élément, j'ai étudié l'agriculture. Et j'ai découvert, il y a 20 ans, l'achat de serre dans tout l'univers. C'est un mécanisme extraordinaire. C'est bien plus important que le prix des produits agricoles. C'est extraordinaire. Les territoires nationaux sont mités par des enclaves nouvelles. Et ça, alors, bien sûr, c'est un changement. Oui, parce que l'État lui-même contient une extraterritorialisation. Troisième élément, la bulle de l'an 2000 est intéressante parce qu'elle se trouve aussi dans la Silicon Valley. Et l'emballement immobilier est tel que les geeks, les spécialistes de la technique, n'arrivent plus à se loger tellement les prix immobiliers ont été élevés. Donc, à nouveau, cet aspect absolument dialectique, le capitalisme innove et il trouve le fait que c'est les droits de propriété sur un actif totalement immobilier. C'est tout à fait contre-productif, puisque, grosso modo, vous créez des puits de thésaurisation. Dernier point, la grande financière de 2008, c'est l'alliance de produits financiers ultra sophistiqués que leurs auteurs ne comprenaient pas, avec le fait qu'on donne du crédit à des pauvres Américains qui n'arrivent pas loin de se payer. Donc, vous, l'aspect intéressant, et je vais beaucoup développer cela, c'est l'aiguillon de la finance suscite son dialectique opposé. Maintenant, parcourons les années 2000-2025. Grâce à des instruments financiers, on a des produits, vous savez qu'on a à nouveau des produits dérivés de dérivés, qui sont complètement obscurs. Vous voyez un phénomène dans lequel la connaissance asymétrique qu'ont les financiers exploite les pauvres acheteurs de titres dont ils n'ont pas les éléments. Donc c'est une question d'appropriation à nouveau. Est absolument exemplaire. Pendant que en 2008, les grandes banques vendaient ces produits-là,
à l'intérieur, on disait surtout dégagez-vous de ces éléments-là. Vous voyez, c'est de jouer à son nul. Hein. On exploite les non-informés. Deuxième élément, décomposition des systèmes productifs. Parce que si vous regardez bien les systèmes productifs, même l'économie américaine est complètement déstructurée. Vous avez des circuits de valeur internationale dans lesquels l'innovation est au centre, la production se fait en Chine et les rentes sur les marchés financiers, l'effet de marketing, engendrent les profits. De telle façon que le profit industriel est quasiment à longue période est un taux de profit minimal qui se passe en Chine et tous les surprofits viennent à nouveau de l'appropriation dans la chaîne de valeur. Et ça change radicalement. Alors, de plus, ça rompt complètement l'autonomie nationale, puisque par définition, ça rend chacun interventionniste. L'intelligence artificielle, c'est un énorme rapt des données sur le web qui n'ont pas été payées. Et ce mécanisme est extraordinaire. On pourrait imaginer, si on est théoricien des communs, que ces informations servent à la santé publique. Par exemple, en Angleterre, ces données sont publiques et servent à acquérir une connaissance pour le ministère de la Santé. Si vous regardez au contraire les privatisations, c'est au contraire accumuler l'information privée et la vendre. Donc, de nouveau, l'extrême difficulté, c'est la prédation par les données. Les droits de propriété intellectuelle, oui, c'est un phénomène absolument majeur, puisque grosso modo, ils reculent gratuitement tout l'ensemble. Vous voyez, l'aspect prédation, à nouveau, hein, ça ne crée pas beaucoup de choses, mais c'est prédateur. Et c'est dominant en bourse, tous les éléments. Et vous voyez l'aspect de la crise à venir. C'est-à-dire, grosso modo, on entérine le fait que c'est engendré, parce que ceci ne contribue à rien à la dynamique des productivités. Alors, le mandat de Trump, aussi, qui est extraordinaire, pousse l'extrême entre la confusion entre intérêt des États-Unis et appropriation par sa famille, par ses éléments. Donc, à nouveau, hein, le président, c'est le prédateur en chef, fondamentalement. Oui, à nouveau, le changement tout à fait radical, en quelque sorte, l'extractivisme. Comme vous savez que les États-Unis sont non seulement indépendants, mais exportateurs. Donc voilà que les États-Unis deviennent primaires exportateurs. Alors oui, c'est tout à fait paradoxal. Dernier point, si vous voulez, d'où viennent les problèmes d'environnement, c'est tout simplement que la prédation vaut non seulement pour les concurrents, mais aussi pour l'environnement. Grosso modo, oui, on préempte l'habitabilité de la planète. Ce qui fait que dans mes récents travaux, j'ai étendu le concept initial de régime d'accumulation à régime d'accumulation et d'appropriation. Et je dirais que plus va le temps, plus l'appropriation devient importante. Et ça change radicalement. Et du coup, on converge bien avec vos deux précédents. Excusez-moi du grand détour. Maintenant, regardez mes inquiétudes. Alors, si vous voulez, ce qui me paraît très, très, très important, c'est que les économies rentières sont rarement démocratiques. Si vous voulez, Venezuela, Russie, Arabie Saoudite. Alors pourquoi ? Parce que la citoyenneté demande un budget et on a besoin d'un sentiment. Dans les régimes rentiers, celui qui continue la politique a la main mise sur l'allocation des ressources, en extrayant les rentes. Donc, si vous voulez, le monde bascule, la richesse bascule vers des États qui ne sont pas démocratiques et qui sont rentiers, qui eux-mêmes vont étendre la logique de la prédation. Vous voyez le caractère extrêmement paradoxal. On déplace de façon endogène en faveur. Alors, je suis frappé par la montée à régime de l'Arabie Saoudite dans la politique internationale. C'est tout à fait impressionnant. Autre élément, si vous voulez, c'est le basculement de Trump. Parce que si on regarde bien les déclarations du président et du vice-président, ils n'emploient jamais le mot démocratie. Par contre, ils emploient le mot liberté. Liberté de parole et liberté. Donc, grosso modo, vous avez un bouleversement et vous avez bien sûr un nationalisme que Pierre a évoqué, qui devient absolument... Les fondateurs de la Pax Americana deviennent les défenseurs du protectionnisme, ce qui déstabilise les pauvres Européens, et là je suis d'accord avec toi, qui sont les seuls à continuer à croire qu'on peut désarmer les tarifs. Et ce désarmement intellectuel est effrayant, parce qu'ils n'ont pas saisi le sens du jeu. Ils sont encore dans l'ancien jeu. Voilà, je m'arrête là. Alors, dernier point. Créer un ordre international par la violence pure, ce que fait Trump, et bilatéral,
ne va jamais créer un système viable. Donc, nous allons vers la gestion par le chaos domestique. Aux États-Unis, c'est quand même impressionnant, hein, le rôle d'IC qui arrête dans les rues n'importe quand. Et à l'échelle internationale, le caractère bilatéral accentue les polarisations, la fragmentation, l'asymétrie de pouvoir dans un régime qui ne sera pas viable. Conclusion, j'aimerais renaître jeune thésard pour recommencer la théorie de la régulation, parce que clairement, nous avons changé d'époque. Et le propos de la régulation, c'est d'avoir, les heureux ont un siècle de retard, les keynésiens demi-siècle, les régulationnistes 10 ans. Quoi. Alors là, j'invite les jeunes générations à vous précipiter, comprendre le monde contemporain, et il y a à faire, croyez-moi, parce que c'est magnifiquement compliqué et magnifiquement dangereux pour la démocratie. Bien, merci. Après ces premiers exposés, on va faire un tour de table pour qu'ils se répondent et expriment leur désaccord. Je vous livre, pour alimenter la discussion, il y en aura d'autres, les questions générales que j'ai jusqu'à maintenant. Nous avons 2 questions sur la question des relations entre économie et politique. Est-ce qu'il faut diviser économie et politique? Est-ce qu'il y a un lien fort entre économie et politique? J'ai le sentiment que les 3 orateurs ont évoqué ça, mais peut-être faut-il y revenir. La question de la montée de l'extrême droite et la question du protectionnisme. Est-ce que les élections récentes de New York sont une mauvaise nouvelle pour les entrepreneurs du chaos? L'Europe isolée dans un monde mercantiliste deviendra-t-elle un futur tiers-monde? On demande l'opinion d'Arnaud sur l'accord entre Trump et Xi Jinping, mais je pense que les 3 peuvent donner un avis, les 4. Un lien entre le passage entre l'ancien libéralisme et le mercantilisme dont il est question aujourd'hui, c'est-à-dire ce mercantilisme qui, faute d'autres concepts, nous sert à essayer de décrire le chaos actuel et la prise de conscience écologique. Les produits dérivés sont-ils les plus vendus? Ça, la réponse est oui ou non, c'est pour Robert. Et l'intelligence artificielle peut-elle nous enrichir? La réponse est oui ou non, c'est pour Robert. Voilà, nous en sommes là. Pour l'instant, je n'en ai pas d'autres. Donc, je vous propose de refaire un tour. Chacun peut piquer dans les questions générales ou réagir aux interventions des autres. Pierre. Oui, sur la question de la prédation. Pendant que Robert parlait, je pensais à des questions assez générales qui sont à la fois présentes et d'histoire de la pensée. Et je pensais à Marx. Parce qu'effectivement, la caractéristique de Marx et du marxisme, c'est de rejeter l'idée de prédation. Il faut bien se dire ça au départ. Bon, évidemment, Robert, c'est ça mieux que n'importe qui. Alors, quelle était l'idée fondamentale qu'il y a chez Marx, qui est fondamentale, hein, c'est que l'exploitation, c'est le mot, c'est exploitation, c'est quelque chose qui est lié à la loi de la valeur. C'est-à-dire que le capitaliste, pour le dire en un mot et très simplement, achète la force de travail à sa valeur. C'était ça l'idée fondamentale. Et donc, pas de prédation. Et que c'était la loi du capitalisme. Oui, c'est pas le vol. C'est pas le vol. Et pendant toute une période de ma vie, j'ai eu à expliquer qu'effectivement, dans le capitalisme, c'était pas la prédation, c'était l'exploitation. Et le mot exploitation, c'est comme on exploite un gisement, comme on exploite une mine, le capitaliste exploite la force de travail. Bon, ça, c'était une idée du capitalisme. Est-ce que je peux t'interrompre une seconde? Oui, il y a un prof ou une prof, je pense, ou quelqu'un qui représente les élèves, qui me dit qu'il faudrait définir capitalisme pour les élèves qui ne savent pas ce que c'est. Je ne fais pas de commentaires sur le contenu. J'allais doucement vers ça. Alors, première remarque, c'est un peu comme la définition d'un éléphant. Bon, quand on le voit, on sait tout à fait ce que c'est. Mais quand il faut le définir, ce n'est pas très simple. Moi, je pense qu'il y a
pour moi, hein, uniquement pour moi, et pour simplifier, j'ai été marqué par deux définitions différentes, marquées justement par Marx, qui met l'accent sur les rapports sociaux de production et sur le salariat. Pour Marx, c'est le salariat qui est en quelque sorte dans le miroir le capital. Voilà. Et le capital achète la force de travail et c'est un rapport de production qui définit le capitalisme et qui permet, alors au-delà bien sûr, il y a tout le capital au sens de l'ouvrage de Marx, et il y a toute la théorie de l'accumulation dont tu parlais, qui vient se greffer sur l'exploitation, c'est-à-dire l'extraction de la valeur ajoutée. Mais j'étais, comme vous le savez, très proche de Fernand Braudel. Et Braudel disait « pas du tout ». En gros, pas du tout. Moi, je me rappelle qu'il m'avait dit, anecdote, il m'avait dit vous êtes entre Marx et moi. Ça m'avait fait rigoler parce que quand même, même si c'est Braudel, entre Marx et lui, c'était quand même pas. Mais il voyait une chose assez vraie, profondément juste, qui m'a fortement marqué. Il disait, quand on est historien, on est amené à observer que le capital a plusieurs fers au feu et qu'il peut faire, pour le dire autrement, il peut faire feu de tout bois et il peut très bien exploiter des esclaves et c'est qu'encore du capitalisme. Il l'a fait en particulier dans les Amériques. Il a exploité. Il peut exploiter des serfs. Il l'a fait en Europe centrale. Il peut exploiter des petits travailleurs indépendants, entre guillemets indépendants, qu'il se soumet et dont il extrait une fraction de la valeur. Et il peut bien sûr, et c'est ce qu'il a fait au centre du monde capitaliste, exploiter des salariés. Et demain, et déjà aujourd'hui, il peut commencer à exploiter autrement que des salariés. On le voit chez nous, on le voit partout. L'exploitation n'est plus exclusivement salariale. On dit c'est plus uniquement les ouvriers, bien sûr, mais c'est plus non plus exclusivement les salariés. On revient aux plusieurs fers au feu. Alors lui, ce que voyait Braudel, alors, quand il commence à essayer de définir, ça devient plus difficile. Il voit le capitalisme au-delà de la révolution industrielle, la faisant remonter jusqu'au XVIe siècle, c'est la finance qui, d'en haut, dirige l'économie productive. Et à la fois, la finance permet de dynamiser l'économie et en même temps, elle permet une sorte de prédation, là, en quelque sorte, mais les deux sont présents. Elle dynamise, elle permet le renouvellement constant de la production et en même temps, elle capte une fraction du surplus. Voilà. C'est comme ça que, pour moi, je saisis le capitalisme. Alors, pour le néolibéralisme, on en parlera aussi. Oui, alors, pour revenir sur les définitions qu'a posées Pierre, il y a un autre point qui est intéressant, c'est à l'intérieur du capitalisme, quel type de capital est dominant. Si on revient à Marx, il nous dit, bon, à la fin du 19e siècle, et les marxistes de la fin du 19e siècle nous disent, bon, bah, c'est le capital industriel. C'est le capital industriel qui prend le pas sur le capital marchand à la Braudel, où effectivement, Braudel nous... Voilà, financier... Braudel nous disait, bon bah voilà, au XVIIe, XVIIIe, il avait parfaitement raison, hein, c'est le capital marchand qui domine. Hein. Ce sont les grands marchands internationaux qui dominent les fabricants de textiles du Languedoc, hein, par exemple, ou les fabricants de textiles de Bretagne ou de Normandie. Ce sont les capitalistes marchands, grands négociants, qui sont les donneurs d'ordre. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne voit pas un retour
en force de ce capital marchand, en fait, qui reprend le pas sur le capital industriel. Mercantilisme, en fait, avec ce système des entrepôts mercantilistes, on peut penser à Amazon. Si vous regardez la plainte de la Federal Trade Commission sous le président Biden contre Amazon, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que vous avez tout un tas d'industriels qui vous disent on décide plus rien. On décide plus rien. Amazon décide de nos prix, décide de nos quantités. C'est tout juste s'il ne décide pas de nos salaires. Un mot. Vas-y. Juste un mot. C'est l'expression marketplace. Tout à fait. Et, l'opposition, et qu'on retrouve chez Steve Kaplan, là justement, marketplace, market principal. Alors, je veux revenir à ce que tu disais sur les avantages comparatifs, la mondialisation qui profite aux consommateurs. Et effectivement, alors ça, c'est un point fondamental. C'est cette opposition qu'on trouve entre les libéraux et les mercantilistes, entre l'abondance chez les libéraux, donc il faut des prix bas pour les consommateurs, en gros, et la puissance chez les mercantilistes. En gros, il faut faire de la production, enrichir des grandes compagnies État, enrichir éventuellement l'État et la puissance publique, mais pas au profit des citoyens, au profit de la puissance guerrière, au profit d'une oligarchie, au profit, qu'elle soit une aristocratie ou une oligarchie aujourd'hui. Alors ça ramène aux questions que tu as envisagées, qui ont été posées. C'est-à-dire l'économie versus la politique. En fait, le libéralisme et le néolibéralisme, ils font de l'idéologie, mais ils ne veulent pas de politique. Ils ne veulent pas que la politique, elle entre dans la construction, en fait, de l'architecture économique, l'indépendance des banques centrales, etc. Mais la question abondance contre puissance, ça ramène à la question de l'extrême droite, la question sur l'extrême droite que tu as posée. C'est-à-dire, évidemment, si on privilégie les consommateurs, c'est-à-dire l'abondance à la production et à la puissance, qu'est-ce qui se passe? C'est la désindustrialisation. C'est la désindustrialisation généralisée, et ça joue un rôle fondamental, évidemment, dans la montée des tendances nationalistes et d'extrême droite dans tous les pays occidentaux. Les États-Unis se sont pris, si j'ose dire, le choc chinois, c'est-à-dire ces produits à bas prix, et nous, il y a une vingtaine d'années, et aujourd'hui, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui, depuis 1 ou 2 ans, fait face au choc chinois, avec une Chine qui exporte et produit tous les produits qui ont fait la puissance de l'Allemagne, la machine-outil, les chimies, l'automobile électrique, à moins cher. Une seconde. Vas-y. Ça marche, oui. J'ai encore une question sur qu'est-ce que le néolibéralisme? Donc, est-ce que tu peux, à ce moment de ton exposé, donner une définition en 2 phrases? Alors, donc, le néolibéralisme, comme le libéralisme, il s'appuie sur le principe concurrentiel. C'est la concurrence généralisée qui doit assurer la répartition des ressources et donc fixer le bon niveau des prix. Donc il ne doit pas y avoir d'entraves étatiques, droits de douane, régulation syndicale, salaire minimum. C'est la concurrence de l'offre et la demande qui doit régler les prix et les salaires. Le néolibéralisme, il va mettre encore plus en concurrence la totalité, si vous voulez, des individus et des États, avec l'idée selon laquelle les États ne doivent pas piloter la politique monétaire, les banques centrales doivent être indépendantes et donc piloter la politique monétaire pour empêcher l'inflation. Il ne doit pas y avoir de droits de douane, on doit avoir du multilatéralisme avec des organisations internationales comme l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui empêchent les droits de douane et donc qui ouvrent les pays à ces fameux avantages comparatifs et donc à l'idée selon laquelle il faut se spécialiser dans tous les domaines. Et c'est la dérégulation, le néolibéralisme, c'est la dérégulation de la finance dont parlait Robert à l'instant, c'est-à-dire la création de n'importe quel produit financier dérivé qui serait susceptible finalement, soi-disant, d'assurer l'efficience des marchés financiers. Donc dérégulation, ouverture complète à la concurrence des États, dérégulation des marchés du travail et indépendance des banques centrales, lutte contre l'inflation et donc mondialisation. Alors donc ça nous ramène à la question de l'extrême droite, c'est-à-dire ça nous ramène à la question de abondance versus contre-puissance. Si vous ne voulez favoriser que vos consommateurs et donc avoir des produits à bas prix, vous allez avoir un problème de désindustrialisation très rapide. Et ça, évidemment, ça va casser des communautés de travail, ça va casser des régions entières qui vont
se retrouver avec des emplois à bas prix, des emplois à bas salaire, des syndicats qui sont inexistants, donc un effondrement, si vous voulez, à la fois des structures sociales et aussi de la culture, hein, finalement, parce que les syndicats, ils ont participé à la création d'une culture ouvrière, d'une culture du travail, etc., etc. Et donc ça, en fait, eh bien, l'Union européenne, ça ramène à une des questions du chat, eh bien, il y en a beaucoup d'autres. Une des questions du chat, c'est-à-dire l'Union européenne, en fait, elle n'a pas bien pris conscience du problème. Donc là, il vient d'y avoir un petit retour des droits de douane sur l'acier, sous la pression d'ArcelorMittal, mais pour l'instant, ça reste très, très modeste. Hein. Alors que l'accord USA-Chine, il y a eu une question sur l'accord USA-Chine. Hein. Donc, la Chine, elle ouvre et elle ferme le robinet des terres rares. Hein. Vous savez, ces métaux au nom fleuri, le germanium, le lutécium, nommé en l'honneur de la ville de Lutèce, hein, d'ailleurs, par un chimiste français, qui servent à faire des aimants pour les éoliennes, mais qui servent aussi pour la défense, hein, pour l'industrie de défense, pour les téléphones, pour le numérique. Hein. Donc elle ouvre et elle ferme ce robinet des terres rares, comme le faisait, si vous voulez, tout un tas de pays au temps du mercantilisme. Hein. Est-ce que j'exporte des moutons qui sont des races à laine très importantes? Parce que si je le fais, je vais favoriser les manufactures françaises, par exemple, hein, si j'exporte mes moutons espagnols. Est-ce que je laisse rentrer de la cochenille mexicaine qui est élevée sur les hauts plateaux de Oaxaca au Mexique, qui est contrôlé en monopole par l'Empire espagnol, parce que ça sert à teindre les textiles en rouge dans les manufactures du Languedoc, dans les manufactures de Hollande, etc., etc. Donc, on a toujours, à chaque période mercantiliste, on a des gens qui ouvrent et ferment le robinet des matières premières. Et ça, l'accord, le petit accord, là, il est plutôt en faveur de la Chine, en fait. Hein. Il est plutôt en faveur de la Chine. C'est plutôt, en fait, à chaque fois, c'est plutôt Xi Jinping qui sort gagnant du bras de fer, hein. Avec finalement une montée aux extrêmes sur les droits de douane. Tu parlais de Clausewitz tout à l'heure. Une montée aux extrêmes sur les droits de douane, eux, ils sont les seuls à avoir répondu, hein, en disant vous montez les droits de douane, nous aussi. Hein. L'UE s'est couché complètement. Finalement, ils ont eu un peu moins de droits de douane. Ouais. Un peu moins de droits de douane, avec l'idée selon laquelle ils vont refaire sortir plus de terres rares. Bon, les États-Unis ont gagné un peu de temps jusqu'à ce que leur mine de Mountain Pass en Californie reprennent de l'ampleur sur les terres rares. On va voir ce que ça va donner. Il faut du temps. Et puis les terres rares, le problème, c'est qu'elles ne sont pas si rares, les terres rares. Il y en a plein sur la planète, mais les exploiter, c'est très polluant. On passe à Robert. Voilà. Je t'interromps une seconde. Juste un point. Il y a plusieurs questions sur la relation entre le libéralisme et la politique ou la violence politique. Il y a d'ailleurs une question pour savoir si la violence et la jalousie sont inhérentes à l'humanité. Je vous laisse répondre ça, je n'aime pas l'idée d'inhérence. Et puis violence et jalousie, je pense qu'il s'agit de la jalousie au sens de Veblen, c'est-à-dire l'envidia, l'envie. Oui, c'est l'envie. Juste une question, si on prend, puisqu'on parle beaucoup des États-Unis depuis quelques mois, si on prend l'histoire des États-Unis considérée comme la grande démocratie mondiale depuis 3 siècles, elle s'est quand même construite sur le massacre des Indiens et le pillage des terres et des ressources. Elle s'est construite sur l'esclavage dans toute la partie sud du pays. Elle s'est conduite sur une série de répressions comme la période des activités anti-américaines et du macartisme. Donc la relation entre le libéralisme économique et le libéralisme politique au sens américain, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme, des droits des citoyens, la liberté d'expression, est une relation qui a toujours été complexe. Dans les questions, il y a une question qui s'adresse à Arnaud, mais à mon avis, aux 3, enfin, elle t'est adressée. Est-ce que la perspective de la finitude, on reprend là, c'est quelqu'un qui a lu ton livre, laisse penser à un retour du malthusianisme, tout le monde ne mangera pas au banquet de la nature, alors que les premiers mercantilistes portaient plutôt une volonté populationniste, contradiction in adjecto ou non. Question sophistiquée, je remercie le ou la poseur de questions. Voilà, je pense que les trois peuvent y répondre. Il y a beaucoup de questions. Il y a une question simplement de définition. Est-ce que efficience veut dire suffisance ? Oui, mais ça, la réponse, c'est non, je suis d'accord, mais c'est bon.
Robert. Je peux répondre à divers. D'abord, merci Pierre, tu as exactement. J'ai sauté sur le Fordisme, c'est exactement ça. Et les religieux sont des victimes de l'adhésion à Marx. Et il nous a fallu du temps pour découvrir ce phénomène. Voilà. Donc, tu as très très bien décrit. Et c'est vrai que Brodel nous met la puce à l'oreille. Hein. Alors moi, ce qui me paraît frappant dans ce cas-là, c'est la capacité de marchandisation. Lorsque Facebook a été créé, je me dis, mais comment on peut gagner de l'argent en exploitant des... Ça, je me dis, mais c'est pas possible. Grâce à la méabilité de la formation des habitus, c'est devenu... Regarde, c'est extraordinaire cette capacité. On peut envahir tous les domaines, si vous voulez. Les dons d'organes. Et c'est vrai que le capitalisme est sur cette nouvelle extension. Et l'IA est un bon exemple de ça. Relations économiques et politiques, il n'y a pas de proportion naturelle à l'échanger. Dans les formes institutionnelles, il y a concurrence parfaite ou non. Aux États-Unis, par exemple, on encourage les monopoles. On les a détruits d'un côté, on les a recréés complètement. Et on ne veut pas les attaquer, surtout. Deuxièmement, est-ce que le droit du travail, c'est le droit commercial? Aux États-Unis, c'est le droit du travail commercial. En Europe, c'est un droit spécifique. Troisième élément, les relations avec... Quel est le système fiscal, etc. Ce sont regardez les décisions politiques. Articulation à l'économie mondiale. On laisse passer les capitaux, les migrants, les flux. C'est une décision politique. Si je compare le PTXR du Mexique et de la Chine, vous voyez très bien, on joue toutes les palettes, tous les robinets. Du coup, qu'est-ce que le libéralisme? C'est des politiques qui considèrent que la forme dominante, c'est la concurrence. Et tout le reste doit être soumis à ce mécanisme-là. Et on voit bien, du coup, être bien à comprendre la hiérarchie de ces formes. Et le Fordisme était une particularité. Pendant 30 ans, le rapport de force des salariés du fait de la Deuxième Guerre mondiale ont été suffisants pour que le capitalisme incorpore le fait que les salariés étaient viagés dans le capitalisme. Mais ce phénomène d'expulsion par le travail précaire, etc., montre que c'était un rapport de force. Et il n'est pas renouvelable. Sur ta remarque, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que les États-Unis ont vécu, en gros, les salaires n'étaient pas mirifiques, mais on vivait de l'affaiblissement du prix de tous les produits industriels inventés de Chine. Et Trump a préféré le nationalisme, la puissance, à le soutien du monde. Et du coup, l'une des faiblesses du Trumpisme, c'est qu'il va impliquer une baisse du niveau de vie de ceux mêmes pour lesquels on a voté. Et tendanciel, il y a une contradiction. Et c'est bien ce que tu as dénoté, c'est que ce modèle est antagonique avec le mécanisme précédent. Sur l'IA, si vous voulez, ce qui me semble impressionnant, il y a deux choses. Un, on peut imaginer quel est le régime de l'IA. Extraordinaire captation des rentes, réduction de la part salariale, donc un régime de demande tout à fait concurrentiel comme l'entre-deux-guerres. Et deuxièmement, spéculation. Grosso modo, la bulle de l'IA a une dimension sans précédent. C'est presque comme les tulipes. Et instabilité. Donc, ce qui nous pointe devant là, c'est extraordinaire inégalité et une crise financière monumentale. Donc, vous voyez, et dernier point, c'est un problème d'appropriation à nouveau. Et on voit bien, par exemple, les défenseurs du bien commun, puisque le monde est unifié par là, vous imaginez, ça devient un bien public, géré par une organisation. Pas du tout. Vous avez au contraire les luttes pour absorber toute cette information et en faire un mécanisme marchand. Vous voyez, à nouveau, cette logique. Du coup, la question qui est tout à fait importante, hein, il faut qu'on actualise. Hein, c'est une erreur, effectivement, de dire c'est le libéralisme. Hein, et cette erreur d'analyse, à mon avis, est très inquiétante. Nous sommes toujours victimes, avec un grand retard, de la théorie que nous avons apprise lorsque nous étions petits. Et là, il faut se méfier. Hein. Il faut actualiser ce que tu as essayé de faire. Donc c'est très, très important de bien comprendre que les théories économiques sont filles de l'histoire. Elles ne la font pas. Juste une question qui peut alimenter ce qu'il dit, une question qui paraît au cœur de débat. Est-ce que l'économie est devenue l'arme majeure des guerres modernes ou des guerres en général ? Oui, alors pour un mot sur cette question, elle n'est pas devenue. Elle n'est pas devenue. C'est moi qui ai ajouté. Elle est, oui, elle est centrale, tout à fait centrale. Et c'est hier comme aujourd'hui. Mais il faut dire, et il faut toujours commencer par dire ça, la violence
qui est au cœur de nos interventions, elle a beaucoup régressé au cours des siècles dans le long terme et même dans ce qu'on peut appeler le moyen terme, c'est-à-dire dans le dernier demi-siècle. La violence, aussi bien collective, celle des nations, des guerres, etc., que la violence individuelle. Il y a une régression considérable des assassinats, des meurtres, de ce type de criminalité. Ce qui se passe fondamentalement, c'est qu'en même temps, nous ne le supportons plus et de plus en plus mal. De même pour la guerre et la violence des guerres, c'est épouvantable ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est sans commune mesure avec la Première Guerre mondiale, où il mourait par un seul assaut autant qu'il en meurt pendant toute la guerre d'Ukraine en une seule journée à Verdun. C'est une autre histoire. Bon, c'est pour relativiser. Je voudrais aussi intervenir sur un point central qui est consommation-production. Consommation-production. Alors, ça me paraît très, très important. Je crois que les libéraux ou les néolibéraux se sont toujours placés plutôt du côté des consommateurs et de la consommation, si vous en êtes d'accord, alors que les mercantilistes étaient plutôt du côté de la production en relation avec l'industrie. Ça, c'est la première remarque, bien sûr. La deuxième remarque, c'est d'histoire de la pensée. C'est qu'il y a une rupture avec David Ricardo, de nouveau, au secours de la pensée libérale. C'est quand il comprend que l'Angleterre a intérêt à importer des blés bon marché de façon à faire baisser les salaires. Il le fait pas directement, mais par sa puissance intellectuelle, lui et les libéraux vont obtenir ce résultat, disons au milieu du 19e siècle, largement. L'Angleterre devient importatrice de blé, mais quand on dit blé, aujourd'hui, on doit dire plus largement biens salaires, c'est-à-dire les biens qui forment le panier de la ménagère salariée, pour simplifier, et dans lequel il y a les voitures, etc. Bon, alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un pacte possible qui est extrêmement important dans l'histoire, parce que le protectionnisme, ça signifie, et ça signifiait le pain cher, et le libre-échange, ça signifiait le pain bon marché. Où on en est aujourd'hui, on peut observer une dérive absolument fantastique et même ce que j'appellerais un compromis historique. Ce compromis historique, c'est de dire aux citoyens et aux salariés, voilà, vous n'allez pas avoir d'augmentation de salaire, mais on va vous procurer des biens bon marché. Et grâce à ça, vous aurez quand même une augmentation de pouvoir d'achat. Mais cette augmentation de pouvoir d'achat ne viendra plus des augmentations de salaire. Ce n'est pas la peine d'aller manifester, de faire grève, etc. Terminé. En revanche, on va vous procurer du Shine à 2 € quand vous voudrez et où vous voudrez. Donc, on arrive à un système qui est une multiplication à l'infini de la pensée ricardienne. On importe tout, ou à peu près tout ce qui pourrait être produit en Europe, en France en particulier, et on obtient des résultats. Alors, Shane, je connais assez mal, je dois dire, mais en revanche, il est évident que vous pouvez vous procurer des jeans pas si mal que ça à 5 €. Bon, c'est absolument impensable de penser qu'il est possible de produire un objet comme ça avec les caractéristiques économiques et sociales de l'Europe. D'où la nécessité, si on veut sauver de la production, la nécessité de ces formes de protectionnisme. Mais là est le danger, parce qu'en même temps qu'on dit oui au protectionnisme,
On dit oui au mercantilisme, on dit oui au monopolisme, et on dit oui au protectionnisme, bien sûr, et à l'impérialisme. Donc ce qu'il faut, c'est simultanément éviter les dérives mercantilistes et répondre à la guerre commerciale telle qu'elle est livrée en pratiquant un protectionnisme défensif et sans doute aussi modéré que possible. Je préviens juste les gens qui posent des questions. Je ne pose pas des questions du genre je ne réponds pas, je ne demande pas la réponse à des questions. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle a à voir avec la récolte des données? La réponse, c'est son principe même. Donc il y a des choses un peu de base. Il y a quelques questions que je laisse de côté. Il y a une question importante qui est aussi au cœur de cette relation entre libéralisme, néolibéralisme et retour au mercantilisme, consistant à se demander si la rareté des ressources n'est pas le germe de la violence, de la guerre, du pillage, etc. La réponse est oui, mais de manière différente. Selon le mercantilisme, on s'approprie par la violence militaire ou commerciale les ressources de l'autre. Dans le système capitaliste ou libéral, on s'approprie par le marché, la négociation, la réglementation. On essaye de s'approprier les ressources de l'autre. C'est des réponses simples. Arnaud. Oui, je dis un mot sur la question compliquée. Finitude, retour du malthusianisme, alors que les premiers mercantilistes étaient populationnistes. Alors c'est vrai qu'il y a un élément qu'on n'a pas... Non. Une toute petite question. C'est vrai qu'il y a un élément qu'on n'a pas tellement introduit dans la discussion jusqu'ici, même si Pierre en a dit un mot, c'est la guerre contre la nature. En fait, c'est-à-dire cette idée, mais Robert l'a évoqué aussi. Effectivement, le capitalisme, il peut être pacifiste. Le capitalisme libéral, il est plutôt... les libéraux du milieu du 19e siècle, je vous l'ai dit, ils sont anticolonialistes, ils sont anti-guerre, tout ça. Certains d'entre eux, en tout cas. Ils pensent que ça coûte très cher, tout ça. Mais enfin, il y a quand même une entité contre laquelle on fait la guerre, ce sont les non-humains. C'est la nature. C'est les autres que les humains que l'on va exploiter jusqu'à plus soif, en fait. Et donc... La finitude aujourd'hui, en fait, elle a une nouvelle dimension. Elle a une nouvelle dimension, c'est les limites écologiques de la planète. Mais en fait, dans les trois périodes de mercantilistes, de capitalistes de la finitude, on avait déjà ce problème, mais il ne se posait pas de la même façon. 17e, 18e, toutes les terres émergées sont découvertes. Et les puissances européennes se disent il faut gagner les terres émergées avant les autres. Donc il faut obtenir ce que l'historien, alors ça c'est un concept qui vient de la biologie, mais que le célèbre historien américain de Chicago, Kenneth Pomeranz, s'appelle les hectares fantômes. Il faut s'accaparer des terres outre-mer et y faire pousser des choses qui vont nous apporter des calories ou des matières premières, ou les deux. C'est encore mieux. Donc du coton, du sucre, du cacao, etc. etc. Donc tout le monde se dit, il nous faut des colonies avant les autres, parce qu'on a des contraintes écologiques chez nous. Si on veut obtenir la même quantité de matières premières, il faudrait mettre toute l'Angleterre en mouton pour avoir de la laine. C'est vachement plus simple d'avoir des colonies esclavagistes, en fait, et beaucoup plus horribles, mais beaucoup plus simple pour obtenir de la matière première à pas cher, si vous voulez. 1880-1900, c'est la peur de la bombe démographique. C'est la peur de la bombe démographique, sont les premières projections démographiques effrayantes. C'est l'idée que les Européens se sentent à l'étroit chez eux et qu'ils veulent là aussi augmenter leur quantité de nourriture consommée, augmenter leur niveau de vie. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des terres outre-mer. Il faut des terres outre-mer. Vous avez tout un tas, tu as parlé de Clausewitz tout à l'heure, vous avez tout un tas de théoriciens. Le théoricien de la guerre navale, Alfred Mahan, un des conseillers du président McKinley, le héros de M. Trump, Alfred Mahan, il nous explique précisément qu'il y a trop de terres qui sont mal exploitées. Par des populations non occidentales. Et il faut les leur enlever, en fait, pour le bonheur de l'humanité en général, parce que, évidemment, on produira mieux que les autochtones. C'est toujours la même idée effroyable. Et aujourd'hui, en fait, finitude,
Finitude, tout le monde redit ça en fait. Aujourd'hui, la Banque mondiale, elle a sorti un rapport en 2023 où elle nous explique ce que c'est que le score d'efficacité des paysages. Le score d'efficacité des paysages, j'adore l'expression, hein. C'est l'idée selon laquelle les pays du Sud, c'est pareil, hein, ils ne font pas ce qu'il faut avec leurs terres. Ils pourraient faire beaucoup mieux s'ils les exploitaient en régime capitaliste, si vous voulez, avec des machines, des engrais, etc. hein, et tout ça au bénéfice du monde en général. Mais vient cette histoire de rareté, hein, c'est-à-dire des limites écologiques de la planète. L'idée selon laquelle, effectivement, on a un nouveau problème, nous, de finitude. L'idée selon laquelle, si on veut faire de la transition écologique, on a besoin de tout un tas de minerais et de produits de base, et que ça veut dire qu'il faut s'accaparer très rapidement des mines un peu partout dans le monde, des produits de base un peu partout dans le monde, et que la planète, elle semble ne plus réussir à nous donner... Ouais. Ne plus suffisamment nous donner de produits parce qu'effectivement, on a atteint des limites critiques en termes de changement climatique, d'extinction des espèces, etc. Donc, retour du malthusianisme, alors que les premiers mercantilistes voyaient dans la population une richesse, ça peut être effectivement un mal qui nous guette. C'est-à-dire l'idée selon laquelle il faut faire décroître la population mondiale parce que ce n'est pas soutenable. C'est pas soutenable notre niveau de vie. Et effectivement, si on veut tous manger la même quantité de viande et de protéines que les Occidentaux et qu'aujourd'hui une partie de l'Asie du Sud-Est, il y a un problème en termes de terre, ça, et de disparition des espèces, ça c'est clair. Juste une question. Nous allons devoir terminer ces entretiens de l'Association française de sciences économiques. Juste une question qui n'a pas été abordée, mais dans la bibliographie que j'ai proposée en organisant cette session, il y a les 2 ouvrages de Daum Poli sur la question des technologies, les ingénieurs, je pense aux ingénieurs du chaos. Il y a quand même dans cette différence entre l'ancien mercantilisme et le néo-mercantilisme, encore une fois, faute de mieux, mais ça permet de faire réfléchir, auquel nous assistons aujourd'hui, une question de technologie, d'outils mathématiques, d'outils informatiques, de réseaux sociaux. Les questions se posent par réseaux sociaux aujourd'hui et non pas en levant la main et en disant je m'appelle Arthur et j'ai une question. Et donc, il y a cet enjeu quand même assez majeur des technologies qui jouent un rôle dans la mondialisation, qui jouent un rôle dans la mise en forme du réel et dans les attaques contre la science, etc. Voilà, je voulais remercier Robert Boyer, Arnaud Aurin, Pierre Decaisse, d'avoir alimenté, il y a d'ailleurs des compliments dans les questions. C'est un débat formidable, je suis ravie que vous l'ayez aimé. Merci beaucoup pour les questions. Merci aux lycéens. Si vous voulez rester un peu, on répondra aux questions de définition avec grand plaisir, mais je n'ai pas pu les intégrer dans la discussion. Et donc, l'année prochaine, pour les nouveaux entretiens de l'Association française de sciences économiques, qui seront aussi passionnants. Je vous remercie.